suis Amir Sharifi, je travaille chez Ardian comme Senior Managing Director. Je suis également le fondateur et le membre du COMEX de I24, qui est une société dédiée à l'investissement dans l'hydrogène. Ardian, c'est un fonds d'investissement d'origine européenne qui gère 150 milliards d'actifs dédiés aux investissements non cotés et qui est aujourd'hui le plus gros acteur mondial d'origine européenne. La crise énergétique qui a été exacerbée par la guerre en Ukraine a dans le même temps accentué la nécessité d'accélérer le rythme de la transition énergétique de l'Europe. Il a également autorisé la réouverture de certaines centrales à charbon. En tant qu'investisseur, comment est-ce que vous analysez la situation ? Il y a un enjeu important de basculement entre les énergies fossiles et les énergies vertes, et en même temps un enjeu de souveraineté et d'indépendance énergétique. À la croisée de ces enjeux, il y a des besoins d'investissement. Et en fait, les fonds d'investissement, les fonds d'infrastructure ont un rôle clé à jouer. Ce que moi j'ai observé de notre fenêtre, c'est qu'il y a eu une recrudescence des besoins pour assurer l'import et toute la logistique du gaz pour éviter le gaz russe. Et donc on a aujourd'hui des terminaux, des stockages qui sont plus ou moins saturés. On a des besoins nouveaux autour de la problématique du LNG. Et en même temps, c'est des investissements qui sont problématiques parce qu'ils ne sont pas forcément compatibles avec les objectifs de verdissement fixés par les investisseurs institutionnels. Et donc, ce qui se passe, c'est que malgré tout, les investissements qui continuent à avoir le vent en poupe, c'est les énergies renouvelables, qui représentent une part très importante de notre deal flow, et les investissements dans des technologies nouvelles qui sont également vertes, et notamment l'hydrogène. Quel rôle du coup Ardian peut jouer pour faciliter l'atteinte des objectifs climatiques de l'Europe, et puis à quelles conditions, en tant qu'investisseur, je veux dire? En tant qu'investisseur, pour atteindre les objectifs climatiques, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une stratégie adaptée à la transition. Ce qui se passe, c'est qu'on a des actifs qui sont aujourd'hui exposés à de la génération d'énergie fossile, parce que c'est des consommateurs de cette énergie, ou parce que dans le périmètre élargi de leur activité, il y a de la consommation d'énergie fossile. C'est le cas par exemple d'une autoroute ou d'un aéroport ou d'une canalisation de transport de produits fossiles. On va avoir une exposition, même si l'infrastructure elle-même va être relativement vertueuse de ce point de vue du CO2, parce que ça va être la plus efficace. Ce qui va être problématique, c'est que les véhicules ou l'énergie qui va circuler dans cette infrastructure peut être carbonée. Et donc il y a un vrai enjeu, qui est un enjeu, je dirais, d'investisseurs raisonnés, parce qu'il va falloir éviter une déperdition de valeur liée au fait que ces produits vont être dans le futur taxés ou en diminution de volume. Mais il y a aussi un enjeu, je dirais, d'investisseurs responsables, parce que il va falloir tenir compte des enjeux sociétaux associés à ces énergies carbonées. Ça, c'est la première chose, et donc on a un enjeu en fait de transformation de ces infrastructures. Il faut agir pour réduire leur empreinte. Et ça, c'est des stratégies qui sont en cours et qui vont un peu au-delà du pur ESG, c'est-à-dire de dire on va cocher les cases. Il va falloir revoir le business model de ces actifs. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est que quand on agit et qu'on investit dans la génération d'énergie, on ne va plus du tout pouvoir être exposé à la génération d'énergie fossile. Il va falloir aller chercher de l'énergie propre, de l'énergie verte, et c'est là où on a des limitations intrinsèques au volume de ce qui va pouvoir être fait dans les énergies renouvelables, par définition, parce que le réseau électrique lui-même va être limité, parce que les temps de permitting sont très longs, pour plein de contraintes qui sont intrinsèques aux pays qui consomment ces énergies renouvelables. Et c'est là où il faut aller chercher de la génération verte qui soit ailleurs, qui soit sur des plus gros volumes et qui puisse répondre à ce besoin-là. Et c'est là où en fait on a une énorme opportunité avec l'hydrogène, puisqu'on peut produire de l'énergie de manière bas carbone
en s'appuyant sur le réseau électrique, en s'appuyant sur des énergies renouvelables par l'électrolyse de l'eau. Alors, excellente transition. Il se trouve que justement, Amix, vous intervenez sur ce sujet-là, sur le sujet des infrastructures hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et puis pourquoi vous accordez autant d'importance à ce sujet alors que le marché est vraiment naissant et on est vraiment sur les débuts? C'est un marché naissant, mais c'est un marché à très très haut potentiel parce qu'il touche toutes les parties de l'activité économique potentiellement, que ce soit l'industrie, que ce soit les engrais, que ce soit donc la consommation finale de nos produits alimentaires, que ce soit le bâtiment et la mobilité. On est sur un vecteur énergétique qui peut toucher tous ces besoins-là et qui ont besoin d'être décarbonés. L'hydrogène, en fait, ça a un avantage, c'est que c'est extrêmement versatile. C'est un mode d'énergie qui est extrêmement dense quand on le compare aux énergies qu'on utilise actuellement, mais qui a une volumétrie assez grande et donc qui demande en fait d'être produite et d'être adaptée à des cas d'usage qui soient les plus intensifs possibles. Que ce soit pour, par exemple, remplacer, faire de l'acier vert, on a besoin d'hydrogène. Pour faire du ciment et réduire l'impact CO2 du ciment, on a besoin d'hydrogène. Si on veut faire du diesel de manière désulfurisée, on a besoin aujourd'hui de l'hydrogène. Si on veut transporter des biens sur des longues distances, stocker l'énergie, si on veut déplacer de l'énergie, finalement, on a besoin d'hydrogène. Si on veut que des camions demain puissent circuler sur des grandes distances ou sur des flottes captives, on a aussi besoin d'hydrogène. Cet hydrogène doit être produit de manière verte. On sait aujourd'hui que cet enjeu, c'est quelque chose de l'ordre de 300 milliards d'investissements d'ici 2030 qui ont déjà été annoncés. Et donc c'est là où en fait Ardian a décidé d'être un peu pionnier dans la matière, puisque on a lancé un fonds dédié à l'hydrogène qui s'appelle Island 4, en partenariat avec un acteur spécialisé sur l'hydrogène qui s'appelle 5T Hydrogène. Et donc on a créé une société de gestion qui ne s'occupe que de ça et qui va déployer avec son premier fonds d'infrastructure un montant de l'ordre de 20 milliards. Alors pas 20 milliards tout seul, il y a 2 milliards qui sont aujourd'hui levés en capital, mais il va y avoir en plus de la dette, il va y avoir nos investisseurs industriels et institutionnels qui vont co-investir à côté de nous, il va y avoir des soutiens publics, et donc collectivement on va pouvoir lever et investir de l'ordre de 20 milliards, ce qui représente à peu près 10% de ce marché qui est en plein essor. Alors les projets d'infrastructure, c'est toujours lourd et assez long. On a pourtant des objectifs de décarbonation qui sont courts. La plupart de ces projets, c'est des projets au moins à 2030 et pourtant il va falloir électrifier dès maintenant pour pouvoir atteindre faire en sorte que les infrastructures puissent permettre d'électrifier justement. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'investir plus rapidement dans ces infrastructures hydrogènes? Quelles sont les conditions dont vous avez besoin pour faire en sorte que ces projets sortent le plus vite possible? Alors, ce qui est un frein aujourd'hui, c'est le coût en fait de la production de l'énergie issue de l'hydrogène, et donc il faut un soutien public et il faut de l'échelle. Il faut des projets qui soient à la grande échelle. Mais pour arriver à des projets qui soient à l'échelle suffisante, en fait, on ne peut pas tout de suite les réaliser pour des raisons évidentes de capacité industrielle. Et donc, en fait, il y a une sorte de montée en puissance qui se fait au cours de la décennie sur des projets qui sont de taille. On a des pilotes qui sont en place depuis le début de la décennie. On a aujourd'hui de plus en plus des projets qui atteignent une taille, je dirais, moyenne. La taille moyenne, c'est de l'ordre de 100 MW d'électrolyse. Et puis, on a de plus en plus des projets qui sont bientôt à l'échelle du gigawatt d'électrolyse pour la fin de la décennie. Mais pour que tout ça se réalise et que ça monte en puissance plus rapidement, on a besoin de soutien public. C'est un peu indispensable. Et en même temps, il faut aussi des investisseurs qui soient prêts à accompagner
ces projets au début de leur stade de développement, de leur maturité. Et il faut des mandats dédiés pour ça, parce qu'un fonds d'infrastructure ne peut pas investir s'il n'y a pas une séquence de cash flow relativement connue et prévisible. C'est la raison pour laquelle on a créé des véhicules dédiés chez i24 pour répondre à cette problématique, parce que sinon, c'était très, très compliqué de pouvoir investir dans cette classe d'actifs naissante. Et donc, on se fait un peu le partenaire des pouvoirs publics et des industriels pour accompagner la montée en puissance de ces infrastructures à grande échelle. Si on rentre dans le concret, est-ce que vous auriez un exemple de projet qu'on pourrait déployer rapidement et puis qui serait à un coût soutenable pour la collectivité? Alors, pour revenir sur le sujet de la soutenabilité des infrastructures existantes, il y a en fait un vecteur, il y a un enjeu autour du transport et de la connectivité entre les lieux où on produit de l'hydrogène et le lieu où on le consomme dans des bassins industriels qui sont extrêmement intensifs en CO2. Je pense par exemple au bassin de Fos, où il y a des énormes enjeux de consommation de CO2 par les industriels de la zone, que ce soit l'acier, que ce soit des raffineries, etc. Et donc il y a toute une problématique qui consiste à créer en fait des nouvelles infrastructures qui ne sont pas très coûteuses finalement, mais qui permettent de créer une boucle locale qui connecte les lieux de production d'un hydrogène vert avec un lieu de consommation de cet hydrogène vert au niveau des industriels. Et c'est là où on a une énorme opportunité qui est réalisable à courte échéance et avec des budgets relativement modérés, puisque avec quelques dizaines de millions d'euros, on peut littéralement rendre possible ce qui n'était pas dans le passé, c'est-à-dire d'acheminer en fait à un coût faible de l'hydrogène vert produit sur place vers des industries qui sont aujourd'hui extrêmement nécessiteuses d'un hydrogène qui serait produit de sources vertes. On arrive à l'issue de notre entretien. Donc vous venez à Mix la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet événement en particulier pour prendre la parole sur ces sujets? C'est, je dirais, un des rares événements à l'échelle européenne qui aborde la question de la transition énergétique de manière globale, un peu sous tous les angles, avec également des investisseurs institutionnels, industriels, des politiques, des investisseurs comme nous, financiers, et puis qui est dans les territoires, qui est en proximité avec les pouvoirs publics locaux. Donc je dirais que de ce point de vue-là, c'est un événement qui est assez unique et je me réjouis de m'y retrouver, de vous y retrouver.